cela rejouer. Et puis, si jamais vous, en tant qu'élu, vous souhaitez la partager, ça sera fait. Alors, allez, j'arrête de transcription. Alors, je vais partager la présentation. Alors, présentation, je vais mettre en mode présentation, ça sera mieux. Hop là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le mode diaporama? Oui, c'est bon. Allez, Oui, parfait. c'est bon. Allez, je vous propose qu'on démarre. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller, soit sur la partie de la conversationnelle, mais je regarderai que de temps en temps, ça se fera pas de manière synchrone, sinon n'hésitez pas à m'interpeller. Nous ne sommes pas nombreux, donc on prendra le temps lors de la présentation de répondre en direct. Donc bonjour à tous et merci de vous connecter pour cette réunion de lancement du lot 4 de la fermeture du réseau cuivre pour les communes de la communauté de communes des Luyans-Béarn, dont l'opérateur d'infrastructure fibre est HD64. Donc je me présente, Benjamin Dulon, je suis directeur territorial des Landes et des Pyrénées-Atlantiques chez Orange. Donc, je suis la porte d'entrée, on va dire, du groupe Orange pour l'ensemble des collectivités locales. Et aujourd'hui, je représente chez Orange l'opérateur d'infrastructure cuivre, puisque Orange, vous le savez, est un opérateur intégré. Nous avons l'opérateur d'infrastructure qui peut déployer la fibre, mais aussi le cuivre. Et nous avons aussi l'opérateur commercial, si je synthétise, qui vend des solutions d'interconnexion et de communication telles que les solutions de connexion à Internet pour les particuliers. Donc aujourd'hui, je prends le rôle de l'opérateur d'infrastructure cuivre pour vous présenter ce projet d'arrêt du cuivre. Donc on va évoquer les acteurs et les jalons de ce projet. On va regarder, faire un point de détail sur les communes qui sont concernées. On va vous expliquer un peu la gouvernance qui est mise en place pour suivre ce projet. Et après, on vous expliquera le kit de communication qui vous sera mis à disposition, communiquer pour que vous puissiez vous-même communiquer les prochaines étapes et le tour de table. Mais je me répète, n'hésitez pas à m'interpeller durant cette présentation. Alors, l'arrêt du cuivre, hein, pourquoi on a ce projet d'arrêt du cuivre, hein. Donc, vous avez dû vous rendre compte, tout un chacun, qu'aujourd'hui, le réseau, il y a est de plus en plus utilisé et les applications qui utilisent ce réseau, l'accès à Internet, sont de plus en plus gourmandes. On veut pour preuve aujourd'hui, notamment des solutions type Netflix ou Canal+, ou autres, hein, que l'on reçoit assez majoritairement sur Internet, qui sont des gros consommateurs de bandes passantes. Donc le réseau cuivre tel qu'il est aujourd'hui ne répond plus à ses besoins de bandes passantes, mais aussi en termes de latence, hein, de réactivité du réseau. C'est un réseau aussi vieillissant. Ça veut dire que c'est un réseau alors, hop, autorisé. Alors, il y a une personne qui vient de nous connecter. Nous démarrons à peine. Alors, j'ai vu Lem qui vient de se connecter. Pour quelle commune, qu'on puisse le noter? Bon, si vous nous entendez, vous avez aussi la partie conversation, hein, vous avez un chat pour vous identifier. On démarre à peine la réunion. Donc, le réseau cuivre aussi, ou tout du moins le réseau fibre qui est en train d'être déployé, est beaucoup plus résilient que le réseau cuivre, qui est aussi sur des équipements qui commencent à vieillir. Il y a de plus en plus de SAV, il y a toujours un nombre élevé de SAV sur ces réseaux cuivre. C'est un réseau aussi, le cuivre, qui consomme à peu près au moins 3 fois plus d'énergie que le réseau fibre. Donc, le réseau fibre est quand même plus vertueux et notamment plus intéressant à déployer. Donc, on n'a aujourd'hui pas la nécessité de maintenir 2 réseaux en parallèle. Donc, on a vu, hein, les usages aujourd'hui évoluent. Tout passe de plus en plus par Internet et demande de plus en plus de bandes passantes. Le pays, de manière globale, en France, on a un taux de raccordement ou d'éligibilité aux locaux en fibre de quasiment 40 millions de locaux. Donc, c'est quand même énorme. Donc, voilà, on n'a pas de nécessité à maintenir ce réseau cuivre. Et donc, on a décidé de l'arrêter
Et donc, on va voir quelles sont les modalités, les dates et les échéances dans lesquelles on arrêtera ce réseau. Donc, on va parler des acteurs dans le cadre de ce projet d'arrêt du cuivre. Donc, vous avez un ensemble d'acteurs. Alors, bonjour Monsieur Bourguinat, nous avons démarré. N'hésitez pas à nous mettre dans la conversation. Quelle est la commune que vous représentez? N'hésitez pas à nous interpeller si jamais vous aviez des questions. Donc, on vient de démarrer. Donc, on a expliqué les raisons de l'arrêt de cette technologie, l'arrêt du réseau cuivre. Et là, on est en train de parcourir l'ensemble des acteurs. Donc, c'est un chantier complexe et un défi collectif. Oui, c'est un défi collectif. Il y a plusieurs acteurs. Le premier acteur, ce seront plutôt les opérateurs commerciaux. Les opérateurs commerciaux, c'est des opérateurs pour lesquels vous avez souscrit un abonnement en tant que particulier. Donc, pourquoi ce sera les premiers acteurs? Parce qu'à partir du moment où votre commune est concernée par l'arrêt du cuivre, les opérateurs commerciaux feront des démarches pour vous proposer de migrer vers une solution fibre. Donc, ce sera les premiers acteurs qui vont communiquer ou prendre contact avec l'ensemble de vos administrés pour leur proposer de passer sur la fibre. Après, bien sûr, il y a les opérateurs d'infrastructure fibre, FTTH, et leurs délégants. Donc aujourd'hui, THD 64 et leurs délégants, la fibre 64. Donc c'est eux qui s'assurent de déployer le réseau fibre sur l'ensemble de vos communes et de s'assurer de la bonne éligibilité de l'ensemble des habitations de vos communes. L'opérateur d'infrastructure cuivre, ici, donc Orange. Donc nous, on est là pour monter, poursuivre, anticiper, structurer, communiquer et coordonner ce chantier d'arrêt du cuivre. Bon, bien sûr, il y a l'ARCEP qui a qui a un rôle de régulateur qui s'assure que les conditions réglementaires soient bien respectées pour l'arrêt du cuivre. Il a en capacité, par exemple, de reporter un arrêt ou un arrêt technique de l'arrêt du cuivre sur une commune si jamais les conditions ne sont pas respectées. Donc, il faut voir l'ARCEP comme un acteur qui s'assurera que ce projet est bien mené et dont on respecte les conditions. Bon, bien sûr, les pouvoirs publics au niveau national, les associations d'élus et fédérations françaises des télécoms, ils ont l'ensemble des informations, ils nous permettent aussi ou communiquent aussi de leur côté. Les clients finaux vont bien sûr migrer vers d'autres solutions dans les délais définis. Ils seront bien sûr accompagnés par les opérateurs commerciaux. Et j'en terminerai par les élus locaux. On reviendra sur le rôle des élus locaux à la fin un peu plus tard dans les slides. Mais aujourd'hui, effectivement, en tant qu'élu, vous êtes en contact avec la population et vous aurez effectivement un rôle d'information auprès de vos administrés. On vous expliquera pourquoi. Et c'est aussi les administrés qui, par défaut, vous le savez, on le sait bien, reviennent assez facilement vers vous si jamais ils ont des questions ou quelques difficultés. Donc c'est un chantier technique, certes, mais c'est avant tout un chantier collectif dont la réussite passera par l'information et la collaboration de l'ensemble des acteurs. Alors, en défi industriel, fermer le cuivre, ce qu'il faut retenir sur ce slide-là, c'est la fermeture commerciale et la fermeture technique qui sont deux jalons. La fermeture commerciale, c'est un jalon à laquelle on arrêtera de commercialiser des offres sur cuivre. On ne pourra pas souscrire une offre sur cuivre, on sera obligé de souscrire une offre sur fibre à partir du moment où aura été validée la fermeture commerciale. On verra la date tout à l'heure. Et la fermeture technique, c'est l'arrêt de tous les services sur cuivre. C'est-à-dire que cette fermeture technique-là, ça signifie que c'est le dernier jalon. C'est la date à laquelle l'ensemble des services autour du cuivre seront arrêtés. Ça veut dire qu'à la date de la fermeture technique, si vous n'avez pas migré sur une offre fibre, vous n'aurez plus de connectivité, vous perdrez vos services pour aller sur Internet ou la téléphonie ou l'accès à votre service de télévision. Bon, l'opérateur commercial va assurer effectivement tout le long du projet, il va s'assurer d'accompagner et de migrer ses clients vers la fibre. Et après, dans un dernier temps, il y aura la dépose du réseau qui sera assurée par Orange. Donc, on sortira l'ensemble des équipements sur cuivre. L'objectif avec la fermeture commerciale, c'est d'arrêter de remplir une baignoire.
en janvier 2025, pardon, il y avait encore quasiment 9 millions de lignes cuivre actives. Donc, si on arrête de les commercialiser, et forcément, petit à petit, avec le fait que les lignes cuivre, les clients migrent vers la fibre, cette baignoire est amenée à se vider pour arriver à la fermeture. La dernière date de fermeture, c'est janvier 2030 pour le dernier lot, on y reviendra, qui n'y ait plus aucun client sur du cuivre. Quand je vous parlais de date, hein, et là je vous évoquais le sujet de l'eau, c'est un projet qui est un projet national, qui est assez conséquent. Donc on l'a loti. Il y a 7 lots. Donc les 2 premiers lots qui sont c'était des petits lots, hein. Si je prends le lot 1, ça concernait 210 000 locaux. Si je prends aujourd'hui le lot 4 pour lequel vous êtes concerné, au national, c'est 10,4 millions d'euros. 4 millions de locaux, pardon, pas d'euros. Désolé. Donc, à la fin du lot 4 pour lequel vous êtes concerné, il y aura 25% des locaux en France qui seront concernés, qui auront dû migrer sur la fibre. Et vous voyez que les derniers lots, le lot 5, 6 et 7, chacun représente 25%, puis on passe en cumulé à 50%, 75% et 100%. Les dates que vous avez, donc vous avez la fermeture commerciale. La fermeture commerciale, alors c'est peut-être pour le lot 4 qui vous concerne, c'est le 31 janvier 2026. Vous voyez une seconde date, 31 janvier 2027, mais c'est quelques communes du lot 3 qui n'ont pas eu la validation de l'ARCEP pour avoir une fermeture commerciale en janvier 2026, donc qui ont été reportées en janvier 2027. Aujourd'hui, on parle de fermeture commerciale nationale en janvier 2026, mais vous voyez, on a intégré donc un report d'un an pour certaines communes. Si je reviens au slide, deux slides précédents, c'est bien que l'ARCEP s'assure à un moment donné d'avoir l'ensemble des conditions requises pour pouvoir passer un certain jalon. Là, il y a quelques communes concernées qui ne concernent pas les Pyrénées-Atlantiques. Et effectivement, c'était le déploiement en fibre dont le taux n'était pas assez conséquent, qui n'a pas permis d'acter la fermeture commerciale. Donc, bien évidemment, ce n'est pas on fait tout pour ne pas arriver à ces cas-là, mais ça reste exceptionnel, hein. C'est vraiment quelques communes au niveau national, donc ça n'a rien d'important. Sur le lot 4, donc il y a eu une phase de partage. Donc vous êtes concerné par ce lot-là. La phase de partage, c'est une phase d'information pour laquelle nous avions déjà convié à une réunion. Peut-être que certains d'entre vous étaient participés. Donc il y a une fermeture technique qui interviendra, alors soit en janvier, soit en mai ou en octobre 2028, puisqu'on arrive sur des lots qui sont conséquents. Donc on ferme le lot bien sur l'année 2028. Mais on a échelonné les communes sur 3 jalons de fermeture technique pour que ça soit échelonné sur l'année 2028 et pour mieux réussir cette fermeture. Donc retenez que la fermeture technique, ça sera en 2028. Les Pyrénées-Atlantiques, si on prend un peu de recul, ils sont concernés par le lot, enfin ils ont été concernés à partir du lot 2. Donc, il y a 5 communes du lot 2 dont la fermeture technique interviendra en janvier 2026, donc c'est assez proche. Sachez que sur le lot 3, il y a 35 communes qui étaient concernées. Vous voyez que sur le lot 4, on arrive à 74 communes. Donc, petit à petit, le nombre de communes impactées au fur et à mesure que les lots avancent et grandissent, ce qui est tout à fait normal. Et vous voyez aussi sur le schéma de gauche qu'on essaie de regrouper les communes au sein de communautés de communes pour nous assurer ou nous éviter plutôt d'avoir un effet tâche léopard. Pourquoi? Parce que lors de la fermeture technique, on va fermer des équipements qui fournissent un service à plusieurs communes. Donc, on va tâcher d'arrêter le cuivre sur l'ensemble de ces communes-là, délivrées par ce qu'on appelle par exemple le NRA ou des armoires de répartition, qui nous permettent à un moment donné de couper toute une zone. D'accord? L'objectif aussi derrière étant, quand on va arrêter une zone complète, de récupérer aussi des équipements cuivre qui pourront servir en SAV pour des communes qui seront toujours actives autour du cuivre. Si on fait un focus, alors le tableau, vous allez vous retrouver vos communes. Donc il y a 2 slides sur l'ensemble de vos communes. Je vous laisse prendre connaissance peut-être des communes qui vous concernent. Sur ce slide-là, vous voyez donc le nom de la commune. Toutes les communes de la communauté des communes sont taguées au lot 4.2. Ça veut dire qu'elles seront toutes fermées au mois de mai 2028.
Et parce que, comme je venais de vous l'indiquer, pardon, on essaie de regrouper au sein d'une même communauté de communes l'ensemble des communes qui sont délivrées par les mêmes équipements pour s'assurer de pouvoir, quand on les arrêtera techniquement, les arrêter tout ensemble et arrêter tous les équipements qui assurent le service autour du cuivre pour ces communes. Donc, vous avez l'opérateur d'infrastructure fibre qui déploie la fibre aujourd'hui sur votre territoire. Et vous avez le nombre de logements qui sont identifiés dans cette commune et le nombre de logements déployés sur la commune d'à côté. Vous voyez que la complétude est plutôt très bonne, hein, puisqu'on est quasiment à 100%, enfin, on est à 100% sur toutes les communes. Hein. C'est quand on regarde, quand on est à 98%, par exemple, si je prends la commune de Lem, il y a un nombre de logements restant à faire, il y en a un logement. Ça veut dire que le reste à faire est très faible, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'éligibilité demain de vos administrés sur ces communes. Si jamais vous avez... Alors, fermeture commerciale, vous le voyez, pardon, l'avant-dernière colonne, janvier 2026, et fermeture technique, 31 mai 2028. On aura sûrement des questions tout à l'heure qui vont commencer à arriver. Bon, je vois qu'il y a des mains qui se sont levées. Alors, je vais commencer par Marie-Claire Ney. Vous avez le micro? Oui, Très tout bien. à fait. Juste deux questions, parce que Article Loutan n'est pas dans les lieux en Béarn, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, l'information elle est valable. Je sais, voilà, c'était pour savoir s'il y avait une raison pour laquelle moi j'étais conviée du coup à cette réunion ou... En fait, cette réunion, elle concerne deux communautés de communautés de communes. communes. On avait Louvain-Béarn et Pau Béarn-Pyrénées. Oui, Ah tout ben à voilà, fait. d'accord, ok, bon voilà, donc première réponse. Et juste une question, mais elle viendra sûrement tout à l'heure. Vous l'avez dit, à partir de, enfin, quand il y aura plus quand il y aura la fermeture technique, les gens n'auront plus, s'ils ne sont pas passés à la fibre, ni télé, ni Internet et tout ça. Et si on tombe sur des irréductibles, enfin, voilà, dans la communication, voilà, il faudra bien leur dire. C'est en gros, ils n'ont pas le choix, quoi. Soit vous passez à la fibre, soit à partir de 2028, vous n'aurez plus rien. C'est ça, en gros. C'est ça. D'accord, ok. Oui, oui, non, non, mais c'est possible. On est toujours face à des. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein. On a toujours quelques irréductibles. Alors, Euh, vous avez raison. On considère que de toute façon, il y aura toujours à peu près. Bon, il y aura toujours des personnes. Il n'y aura jamais 100% de personnes qui migreront sur la fibre pour différentes raisons, parce qu'il y a oui, peut-être ouais. des irréductibles, comme vous dites. Il n'y a pas que les technologies fibres qui seront disponibles en très haut débit. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont, par exemple, des résidences secondaires et qui ne jugeront pas nécessaire de reconduire un abonnement sur le logement. Donc, il y aura D'accord. toujours une partie de personnes, effectivement, qui n'auront pas concrètement déployé la fibre ou une prise de terminaison optique dans leur logement. Donc, en gros, ces gens-là, il y aura une solution. Vous avez dit une autre solution technique, c'est peut-être les petites box là, si jamais ils ne veulent pas. Je pense notamment simplement au téléphone pour les personnes âgées. Imaginons qu'ils ne veulent pas passer à la fibre. Est-ce qu'il y aura une autre solution technique pour ces irréductibles ou pas? Alors, je vais répondre, alors plutôt que de leur dire qu'il y aura d'autres solutions, je vais déjà répondre au fait que souvent, ces personnes d'un certain âge considèrent que la fibre, il associe à Internet. Oui, La fibre, c'est bien le moyen, c'est le signal sur lequel va passer demain la téléphonie. Aujourd'hui, elle passe sur le cuivre, demain, la téléphonie passera sur la fibre, ce qui veut dire que ils pourront avoir le téléphone sur la fibre. Il ne faut pas associer la fibre à forcément je ne veux pas la fibre parce que je ne veux pas Internet. La fibre change le moyen de oui. communiquer. Ça veut dire que la téléphonie sur fibre existe. Il y a des opérateurs qui ont des offres de téléphonie seules, comme vous avez des offres de téléphonie sur cuivre, hein, du RTC aujourd'hui. Et je vous garantis que la téléphonie sur fibre est aussi de bien meilleure qualité et sera bien plus résiliente qu'aujourd'hui la téléphonie sur du cuivre. Donc, ils Ah ont oui, tout non, non, mais intérêt. moi, j'en suis convaincue. C'est comment on va le communiquer, comme vous dites, puisque nous, notre travail, ce sera la communication. Hein. Quel discours on va tenir à ces gens-là, quoi. Alors, le discours, on vous aidera hein, sur les kits de communication. Oh, bon, on en rediscutera tout à l'heure, mais voilà, sachez que sur la fibre, il y a des offres de téléphone. Bon, la fibre porte la téléphonie aussi. Il peut y avoir donc les offres triple play en majorité que l'on connaît. Hein. Donc, quand on prend chez un fournisseur d'accès une offre fibre, ben souvent on a la téléphonie, mais pas que. Hein. On a l'accès à Internet, bien sûr, et aussi l'accès à la télévision. Mais il est possible de souscrire chez certains opérateurs, mais pas tous, juste une offre de téléphonie sur fibre. Voilà, ça c'est possible. Ok, merci.
Il y a une seconde question. Oui. Donc, Je vous écoute. Marie-Christine Maillot, maire de Vialet. Le tableau est très petit, donc c'est juste pour être sûr. Je vois que on est tous sur la commune de Vialet. La fibre est déployée, c'est ce que je comprends, pour À tous les 100%. habitants de Vialet. Par contre, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont demandé la fibre ont la fibre qui arrive jusqu'à leur logement ou jusqu'à la mairie, par exemple. C'est Alors, bien ça que je comprends. merci pour la question parce que j'allais le préciser. Bon, pardon. Raccordable ne veut pas dire raccordé. Ça veut dire qu'ils sont raccordables au sens où l'opérateur d'infrastructure fibre a déployé l'infrastructure réseau nécessaire pour apporter, si vous voulez, ou rendre raccordable l'ensemble des logements. De la commune de Vialet, par exemple, aujourd'hui, l'infrastructure fibre, si on s'en tient à ce qui a écrit, il y a 100% des logements qui sont raccordables. Ça veut dire que quand je suis un administré de votre commune, que je veux me raccorder à la fibre, forcément, j'aurai souvent sur le site d'éligibilité de mon opérateur une pastille verte sur mon logement. Donc, je vais faire une commande fibre. Ça ne veut pas dire que je serai raccordé. Ce que je veux dire par là, enfin, ça ne veut pas dire que je serai raccordé. Il y a de grandes chances pour autant. Dans 95% des cas, je serai raccordé sur une commande normale, ça se passera très bien, etc. Après, il peut y avoir des contraintes, des échecs de raccordement quand je me connecte à la fibre. Il y en a de deux types. Soit j'ai des travaux en partie privative qui m'incombent, ça veut dire que l'opérateur commercial n'a pas pu me raccorder parce que, je ne sais pas, moi, il y a là, quand vous aviez par exemple une ligne cuivre dans votre jardin, et entre-temps vous avez fait peut-être des travaux, Oui. il passait dans une gaine, ou bon, et donc il est nécessaire de refaire des travaux en partie privative pour s'assurer d'avoir une gaine qui permette de l'aiguillage et le passage de la fibre. Soit vous avez des travaux en partie publique, parce qu'effectivement, il y a, là, on a aussi des infrastructures, on a la fibre qui passe dans ce qu'on appelle du génie civil, hein. Soit aérien, c'est des poteaux, soit souterrain, c'est des fourreaux. C'est ça. Voilà, donc l'aérien, par exemple, il peut y avoir un poteau qui ne supporte pas la charge, on ne peut pas rajouter de la fibre et donc il faut trouver une autre solution, soit replanter un poteau à côté ou autre, soit le fourreau qui est enterré, on ne s'en rend pas compte, mais il est peut-être cassé. Bonjour Monsieur Loubet, bienvenue. Nous avons déjà démarré. Donc, il est possible aussi que l'infrastructure doit être réparée, le génie civil qui a enterré, hein, les fourreaux, donc nécessitaient d'être réparés. Il peut y avoir quelques cas aussi qu'on peut rencontrer, mais peut-être moins sur les Pyrénées atlantiques, d'absence de génie civil. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des câbles qui ont été mis en pleine terre pour s'assurer du service universel, du déploiement en masse du temps de France Télécom, hein, pour raccorder les clients. Et donc, il nécessite aussi la construction donc, de génie civil. Donc, ça, on s'en rend compte quand l'opérateur commercial vient sur le terrain, c'est lui qui identifie l'échec de raccordement, qui le remonte à l'opérateur d'infrastructure fibre qui déploie la fibre sur le territoire. Et c'est l'opérateur d'infrastructure fibre qui va s'assurer ou qui va piloter l'ensemble des actions nécessaires pour rendre raccordable et donc raccorder le client final. Voilà. Merci. Ça reste un peu compliqué dans le cas du génie civil, hein. Nous, on est on est en difficulté depuis plusieurs mois et ça reste compliqué. Alors, si vous avez, sauf erreur, je ne suis pas sûr, mais je passe par là, peut-être que Cédric prendra le relais, mais si Oui, vous avez des cas, c'est peut-être pas le moment dans la réunion, mais voilà, je voulais si être vous sûre avez, déjà d'avoir bien compris le tableau. voilà, si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à les remonter à l'opérateur d'infrastructure ou aujourd'hui à Cédric et voire moi-même, hein, sur la partie infrastructure, on s'assurera de leur faire remonter pour qu'ils aient le bon niveau d'information. Merci. J'ai passé le deuxième slide pour les communes concernées que vous puissiez regarder. Donc là aussi, hein, vous voyez que la complétude fibre est relativement élevée. Et là, nous sommes sur un lot, le 4.1. Donc, on est sur la communauté d'agglomération, par exemple, pardon, du Pays Basque, sur le PCI.
Et sur ce lot 4.1, ça sera janvier 2028, la fermeture technique. J'étais en train de penser à quelque chose qui m'a échappé. Dans le cadre du déploiement de la fibre, sur ces échecs de raccordement, sur ces difficultés qui n'incombent pas aux particuliers, encore une fois, hein, soyez assurés que c'est bien l'opérateur d'infrastructure fibre qui va s'assurer de prendre le sujet, hein, qui est en contact avec l'opérateur commercial et qui va s'assurer de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour résoudre ces problématiques-là. Opérateur d'infrastructure. Ce qui Oui, c'est vrai. reste très important dans ce genre de situation, c'est que les administrés en question s'assurent que l'opérateur commercial qu'ils auront choisi et qui aura essayé de réaliser cette tentative de raccordement fasse bien remonter auprès de THD 64 les points de blocage. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un point de blocage qui est sur le domaine public, il faut absolument que ce soit remonté auprès de THD 64. Sinon, rien ne se fera et malheureusement, l'administré pourra toujours attendre. Ça ne va pas se débloquer tout de suite. Donc voilà, c'est important que les administrés fassent remonter, enfin, s'assurent que l'opérateur commercial fasse remonter ce point de blocage auprès de TAG 64. C'est le cas pour Vialet, mais ça reste très compliqué et très très long, pour la mairie entre autres. Après, n'hésitez pas à nous faire remonter ces problématiques directement au syndicat et on relayera la situation auprès de TAG 64. Merci. L'opérateur d'infrastructure, alors si je parle au nom d'Orange, donc l'opérateur d'infrastructure THD 64 fait des points réguliers avec l'opérateur commercial Orange, justement, l'opérateur commercial Orange lui remontant des cas sur lesquels il n'y a pas eu qui n'ont pas été réglés dans certains délais, donc qui sont en escalade pour trouver des solutions, pour comprendre, etc. Donc il y a ça discute, ça parle, les points sont pris en compte et en charge pour être réglé. Après, une petite remarque aussi, donc là on est tous autour du pont pour arrêter le réseau cuivre et effectivement faire en sorte de basculer tout le monde sur le réseau fibre, mais disons qu'il faut basculer tout le monde sur du très haut débit, hein. Il peut arriver dans des cas exceptionnels que pour X raisons, ou des coûts, par exemple, des coûts exceptionnels, enfin, des coûts trop onéreux pour le particulier, on lui propose d'autres solutions d'accès au très haut débit, tel que alors il y a le réseau mobile, hein, qui permet effectivement, si on a un bon niveau de connexion, d'avoir du très haut débit, ou aussi des solutions de satellite qui permettent d'avoir du très haut débit si nous n'étions pas en capacité d'avoir une addiction au réseau fibre. Alors, en termes de gouvernance pour le suivi de ce projet, vous avez différents acteurs au niveau de l'opérateur d'infrastructure cuivre Orange, dont moi-même, hein, qui gère effectivement la relation avec les collectivités. On a un directeur de programme décommissionnement cuivre qui pilote ça et un chef de projet qui est Fabien Durchetti, que connaît bien Cédric, qui met en place après une réunion régulière avec l'opérateur d'infrastructure et son délégant pour s'assurer du suivi pour l'ensemble des communes concernées de l'avancement du projet. Chez les opérateurs d'infrastructure fibre, c'est pareil. Vous avez un chef de projet opérateur d'infrastructure fibre qui va aussi s'interfacer avec le chef de projet cuivre chez Orange. Et après, donc, on a des réunions de lancement local qui ont déjà été faites sur ce lot 4 avec l'opérateur FTTH et leurs délégants. On a une réunion de lancement local avec les collectivités qui, pour le lot 4, vous concernant, est ce jour. Et donc, ce que je vous disais, hein, c'est les revues opérationnelles mensuelles ou trimestrielles qu'on a avec les opérateurs d'infrastructure. Donc, sur les Pyrénées Atlantiques, on le fait par opérateur d'infrastructure pour l'ensemble des lots concernés. Donc, on balaye l'ensemble des communes et l'opérateur d'infrastructure cuivre, Orange, regarde avec l'opérateur d'infrastructure fibre s'ils sont bien dans le bon avancement du projet, si les logements qui restent à raccorder le sont dans les bonnes conditions. Et donc tout ça se fait depuis qu'on travaille sur les Pyrénées-Atlantiques depuis le lot 2. Toutes les communes sont bien suivies et on n'a pas rencontré de problématiques particulières.
Après, il est possible d'avoir entre la collectivité et l'opérateur d'infrastructure qui déploie la fibre, un TAG 64, vous pouvez demander à avoir des réunions de travail spécifiques dans le cadre du déploiement de la fibre sur vos communes. Alors, kit de communication. Donc, quels sont les. On va revenir là sur ce slide-là, sur le rôle qui incombe, mais c'est pas un très joli terme, mais sur le rôle effectivement des communes dans le cadre de ce projet. Donc, vous avez un tableau, hein, on va pas le balayer intégralement, mais juste les principales étapes. La première étape, c'était la phase de partage quand vous avez été averti du lot 1. Donc, vous étiez informé et vous avez travaillé avec l'opérateur cuivre des potentielles difficultés si vous en aviez. Pourquoi? Parce que sur la phase de partage, vous pouviez à l'époque dire que vous ne pouviez pas, vous ne souhaitez pas pour X raisons faire partie de ce lot-là. Dès l'annonce de la date de fermeture de l'arrêt du cuivre sur la commune, donc ça c'est le jalon de l'arrêt pardon, dès l'annonce de la date prévue de l'arrêt du cuivre sur la commune, j'y suis, excusez-moi. J'informe mes concitoyens de la modernisation du réseau télécom de notre commune. Globalement, vous allez utiliser l'ensemble des moyens que vous avez pour communiquer. Ça peut être des newsletters, des journaux communaux, peut-être du porte-à-porte ou autre, hein, que si vous le faites. Il est important de communiquer sur ce projet d'arrêt du cuivre. Pourquoi il est important de communiquer? C'est que les opérateurs commerciaux, quand ils vont faire des démarches pour migrer leurs clients, leurs propres clients, si ces clients n'ont pas eu une information en parallèle, on va dire officielle de la part de la commune, et peut-être qu'ils vont se dire que c'est une démarche commerciale purement commerciale, excusez-moi, et ils vont peut-être être réfractaires en se disant ils veulent me vendre quelque chose de plus, j'ai pas besoin de la fibre, le cuivre ça marche très bien. Donc il est important qu'ils aient cette information de votre part en parallèle pour qu'ils soient avertis quand les opérateurs commerciaux vont les appeler, que c'est bien un projet qui est lancé, que vous avez bien été informés, que le cuivre va arrêter. Et il est important aussi d'expliquer qu'il ne faut pas attendre le dernier moment. Il ne faut pas procrastiner en se disant janvier ou mai 2028, ben, j'ai le temps, je vais patienter. Pourquoi? Parce que si on s'y prend au dernier moment, si tout le monde s'y prend au dernier moment, il peut y avoir, comme quand on part en vacances, des bouchons. Et quand on va avoir besoin de faire des travaux, soit sur les parties publiques ou parties privées, ben, ça peut prendre du temps, hein, sur la partie publique en fonction des travaux que l'on aura. Donc, autant le découvrir au plus tôt pour s'assurer de les réaliser avant la fermeture technique. Et sur la partie privative, si on se rend compte qu'il y a une gaine qui est bouchée ou qu'il faut que je fasse une tranchée ou autre, si j'ai besoin d'une société tierce, mais que cette société tierce, elle est sollicitée par plusieurs personnes ayant les mêmes problématiques, elle ne pourra pas servir tout le monde en temps et en heure avant la fermeture technique. Donc, il est important aussi de le faire au fur et à mesure et au plus tôt, de migrer sur la fibre. Donc, communiquer et avant la fermeture technique du réseau cuivre, donc 1 an avant la fermeture technique du réseau cuivre, nous reviendrons vers vous. Nous vous ferons signer un accord de confidentialité. Pourquoi? Parce qu'on vous donnera la liste des prises cuivre encore actives dans vos communes, donc des adresses qui seront encore actives. Ça veut dire que avant la fermeture technique, 1 an, il pourrait y avoir encore des personnes qui n'auront pas migré, ce qui est normal, mais ça vous permettra d'avoir en visibilité en fonction de l'adresse, vous qui connaissez les habitants de vos communes, de vous dire, ah ben tiens, là, il y a un problème, c'est pas normal qu'elle n'ait pas migré, elle a peut-être pas eu l'information, elle n'a pas voulu, c'est une personne peut-être en difficulté, donc à ce moment-là, vous pourrez avoir des actions particulières auprès des administrés qui n'auraient pas migré encore sur la fibre. Et pourquoi avec l'accord de confidentialité? C'est que ça reste des informations commerciales confidentielles qui ne doivent pas aller vers les opérateurs commerciaux tiers qui pourraient aussi les utiliser pour avoir des démarchages, envoyer du porte-à-porte ou autre directement chez ces personnes-là. Donc, c'est vraiment une information qui vous sera donnée pour que vous puissiez identifier des personnes qui n'ont toujours pas migré côté cuivre. Peut-être qu'il y a, comment dire, que vous êtes au courant. Tiens, c'est bien une résidence secondaire. J'ai vu le propriétaire, il m'a dit qu'il n'était pas intéressé, donc il n'y a pas d'intérêt à voir. Mais peut-être que c'est aussi une personne âgée qui est là il y a peut-être une action à avoir et revenir vers elle.
Donc, c'est en synthèse, hein, sur la commune, vous avez deux rôles. Alors, un rôle de facilitateur pardon, dans le cadre du déploiement de la fibre, la finalisation. Hein. C'est les permissions de voirie qu'il faut s'assurer de donner quand l'opérateur d'infrastructure fibre en a besoin. Il peut y avoir aussi pour certains immeubles, l'opérateur d'infrastructure fibre va avoir difficulté pour avoir l'accord du syndic parce qu'il n'arrive pas à identifier le propriétaire ou le président du syndic. Voilà, peut-être que vous avez cette information-là. Et bien sûr, la proximité avec vos concitoyens, c'est comment vous faites le lien, vous informez au mieux vos administrés sur ce programme de modernisation des réseaux télécoms. Alors, concrètement, dès aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, donc identifier un point de contact dans votre commune. C'est vrai que c'est plus simple pour nous. Lorsqu'on a besoin d'avoir des informations communiquées vers vous, c'est plus simple de savoir vers qui on communique. Par défaut, ça sera, on va dire, l'adresse générique de la commune. Et donc, là, ça tombera sûrement au niveau de votre secrétariat. Mais il est possible aussi que ces communications passent à la trappe, entre guillemets. Donc, c'est bien aussi d'avoir chez vous quelqu'un sur qui on peut relayer les informations en toute confiance, dans le sens où on est confiant sur le fait qu'elles soient bien reçues et traitées. Après, communiquer sur le projet de fermeture de cuivre, hein, c'est ce que je vous disais, hein, via vos réseaux sociaux, les panneaux d'affichage éventuellement, la publication d'un article. Et selon les besoins, organiser des événements spécifiques pour sensibiliser les habitants. Donc, il y a des choses qui ont déjà été organisées avec l'opérateur d'infrastructure THD 64 qui pourront aussi sûrement se réitérer. Vous pouvez avoir des forums, des journées portes ouvertes avec la participation des acteurs fibres et ou opérateurs commerciaux, pardon, ou des informations ciblées, boitage vers les habitants. Sachez que dans le cadre de l'arrêt du cuivre, les opérateurs commerciaux peuvent envoyer des équipes qui vont faire du porte-à-porte. J'attire votre attention sur le fait que souvent, c'est des sociétés tierces, hein, c'est pas des salariés propres à l'opérateur commercial. Pour autant, ils ont une obligation de passer en mairie pour prévenir leur action. Donc, c'est toujours mieux aussi que dans ce contexte-là, vous puissiez communiquer auprès des habitants sur le fait qu'il va y avoir du porte-à-porte initié par tel opérateur commercial, qu'ils soient avertis. On ne peut ne pas vouloir recevoir quelqu'un dans son habitation et c'est tout à fait louable, il n'y a pas de souci. Pour autant, si jamais il y a quelqu'un qui frappe à sa porte et qu'on sait, qu'on est au courant, ça peut être aussi une facilité que d'avoir quelqu'un qui vient prendre une commande à votre domicile. Ça évite à certaines personnes aussi à se déplacer, soit à se déplacer, soit via le téléphone à appeler son opérateur commercial pour avoir une migration, une commande de migration fibre. Bon, ce qu'il faut rappeler, voilà, c'est l'essentiel, c'est la communication des élus vers leurs administrés est essentielle. Alors, je ne sais pas si j'ai des questions, je ne vois pas le chat, je vais juste revoir. Non, c'est bon. Alors, pour vous accompagner, donc on va vous mettre à disposition. Vous avez un certain nombre de sites pour lesquels vous allez pouvoir prendre connaissance d'informations plus ou moins détaillées en fonction de jusqu'où vous souhaitez aller dans l'appréhension de ce projet-là. Ce qu'il est important, que vous ayez, c'est le kit de communication. Donc, à l'issue de cette réunion, ce que nous allons faire, la réunion est enregistrée, donc on va vous envoyer le lien ce sera un lien sur la plateforme YouTube qui vous permettra de revisualiser cette réunion-là. On va vous envoyer les slides. On va vous mettre en pièce jointe l'ensemble du kit de communication, que vous n'ayez pas à le télécharger, que vous l'ayez directement en mail, en pièce jointe, et pour vous faire gagner du temps. Donc tout ça, ça vous sera envoyé en fin de réunion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre au mail qui vous sera envoyé pour les poser. Hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a des questions qui peuvent venir tardivement. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je vais arrêter le partage parce qu'on est arrivé au terme de la présentation et nous vous écoutons. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une main levée pour Jean-Patrick Basile. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'avais juste une question, je me projette un peu au-delà de mai 2028. Que va devenir le réseau cuivre en place? Sauf erreur, les poteaux appartiennent à Orange, la fibre
pas à Orange. Voilà. Donc, comment ça va se passer après 2028, l'infrastructure en place? Alors, Les câbles cuivre, qu'est-ce qu'ils vont devenir? on va parler d'infrastructure. C'est la première partie de votre question. Et après, ça, on va parler de maintenance, qui est la seconde partie de votre question. Donc, l'infrastructure cuivre, le réseau cuivre va être démantelé. Donc, il y a des appels d'offres qui ont été passés pour avoir des sociétés. Et donc, Orange va mandater des sociétés pour la dépose du cuivre et des équipements cuivre. Les équipements cuivre, c'est pas forcément les équipements sur lesquels transitent les lignes cuivre, mais c'est des équipements que vous avez sur ce qu'on appelle des NRA. Aujourd'hui, on parle de NRO pour la fibre optique, mais vous avez des équipements informatiques, on va dire, hein, qui seront décommissionnés. Toute la partie cuivre aussi sera enlevée. Donc, tous les câbles que vous voyez qui passent sur les poteaux, mais vous avez aussi beaucoup de câbles de transport qui sont souterrains, notamment. Donc, tout ça sera retiré pour être retraité. Et ça permet effectivement de financer le projet de dépose de ce réseau cuivre sur l'ensemble du territoire. Sur la maintenance, ce réseau cuivre aujourd'hui, effectivement, il passe par ce qu'on appelle des équipements de génie civil qui sont aériens ou souterrains, qui sont aussi utilisés par la fibre. Dans le cadre du déploiement de la fibre, il nous avait été demandé de mettre à disposition l'infrastructure Orange qui avait été déployée dans le cadre du réseau cuivre à l'époque, de la mettre à disposition pour l'ensemble des opérateurs qui souhaitaient déployer la fibre. Donc ça a été le cas. Donc pour la fibre qui est déployée sur les poteaux, bien sûr, les poteaux ne seront pas enlevés, hein, la fibre restera sur ces poteaux-là. Et la maintenance de ces infrastructures, qu'elles soient aériennes ou souterraines, est en propriété de l'opérateur d'infrastructure Orange, continuera à être maintenue par l'opérateur d'infrastructure Orange. Il faut savoir que l'opérateur d'infrastructure fibre loue l'utilisation de ces poteaux-là, c'est-à-dire éviter d'investir sur de la création d'infrastructures. Donc, il loue ces infrastructures et en retour, nous sommes obligés de maintenir, et puis nous maintenons tout le temps nos infrastructures. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parfaitement, merci. Et par contre, en termes de calendrier, vous avez quelques infos, même si c'est un peu lointain? Alors, ça va au niveau national, ça démarrera à partir de. Alors, on a déjà en parcimonie, on va dire, des équipements qu'on arrête, des câbles qu'on décommissionne, qu'on retire, mais de manière industrielle. Ça démarrera à partir de 2026, mais pas forcément pour le lot 4. Ça démarrera pour les communes qui ont déjà été impactées par le lot 1. Donc, concernant le lot 4, j'ai envie de dire que ça commencera de manière industrielle, à mon avis, mais ne le retenez pas avant 2029, quoi. Ok, merci. Monsieur Lamarche, vous avez une question. Oui, elle ressemblait un peu à celle de Monsieur Bourguina, mais j'aurais besoin d'un complément d'information. Lorsque vous avez parlé des RNA de la dépose, mais pour la partie qui arrive jusque chez le particulier, elle sera déposée aussi ou pas? Alors, la partie qui sera chez le particulier, ce qu'on appelle la partie terminale, le nom de code, c'est GCD3. Ça veut dire que c'est le câble qui arrivera sur sa façade. Ça sera déposé par l'opérateur commercial lorsqu'il déploiera la fibre. Sinon, il n'est pas prévu parce que c'est des. Alors, il y a la partie terminale, il y a aussi une partie sur le domaine public, mais la partie qui est dans le domaine privé, si elle n'a pas été sortie par l'opérateur fibre lorsqu'il a déployé la fibre, ça sera au propriétaire privé, si je ne me trompe pas, de la déposer. Sauf si vous avez des cas, si vous pensez à quelque chose de particulier. Ah non, je pensais exactement à cette partie de câble-là, et qui n'est pas déposée par la personne qui vient mettre la fibre, parce qu'il y a des consignes apparemment qui sont incohérentes, où ils laissent cette partie cuivrée en place. Et ils veulent pas s'en servir de fibre quand les gaines bouchent. Et donc, au final, on va laisser un bout de câble en l'air entre une propriété privée et le domaine public. Et qui plus est, en cas de foudre ou quoi, peut causer des dommages aux administrés.
Bon, je vous apporterai la réponse avec le retour de la réunion, hein, quand je vous enverrai la synthèse, parce que du coup, je ne suis pas sûr de la réponse à vous apporter. Je ne sais pas si on ira jusqu'à sortir les câbles cuir qui sont sur le domaine privé. Je ne pense pas. C'est-à-dire que, alors, on parle de domaine privé, mais il y a une batterie limite entre le domaine public et le domaine privé, quoi. Et on ne peut pas laisser un bout de câble qui était dès lors raccordé sur un poteau, sur les boîtiers qu'on voit tous sur les poteaux, et le laisser en l'air et qu'il aille chez le particulier, quoi. Il y a une mise en sécurité minimale à faire, il y a des choses de ce côté-là, quoi. Et ce que je trouve quand même un peu dommage, c'est l'incohérence entre laisser un bout de réseau cuivre en place alors qu'on est en train de passer à la fibre, quoi. Il y a pas de coordination entre l'ancien et le nouveau, quoi. Alors, je vais me renseigner. Là où vous avez raison, c'est que vous l'avez rapidement évoqué, mais un opérateur commercial qui déploie la fibre, alors, n'utilise pas le câble cuivre pour tirer la fibre. Je ne sais pas si c'est ça que vous disiez, parce que des fois, on peut s'en servir quand on n'arrive pas à aiguiller. Souvent, on dit, ben, utilisez le câble cuivre, vous accrochez la fibre et vous tirez, vous en servez d'aiguille. Sauf que si l'opération ne fonctionne pas, ça veut dire, et qu'on a cassé le câble cuivre, voilà, on n'a plus de solution de connexion pour le logement. Ça, c'est, Ça, on est d'accord. Après, des solutions pour le logement, il n'y en a plus dans l'immédiat, mais il y en aura forcément dans le futur, puisqu'on peut changer. On n'a pas le choix. Le cuivre s'arrête. C'est là où je trouve ça incohérent. Si le cuivre s'arrêtait pas, je comprends tout à fait que pour la continuité de service, on dit on ne peut pas faire ça. Mais dans tous les cas, ils vont arriver à une situation complètement dégradée. Et proposer de faire une tranchée alors qu'on sent que le câble cuivre est libre d'un côté et libre de l'autre, et c'est juste une histoire d'espacement ou des fois de défaut de matériel d'aiguille du poseur de fibre. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas aller plus loin et de tenter de passer le futur, donc le réseau fibre, sur chacun des cas particuliers, quoi. Mais moi, c'est plus l'aspect mise en sécurité de laisser un réseau cuivre entre le sol et le particulier, quoi, parce que ben, des événements orageux, on en a de plus en plus. Et c'est un vrai vecteur en termes de sécurité, quoi. Et ça pourrait être un point fort, justement, de dire qu'on arrête le réseau cuivre et qu'on peut se reposer sur la dépose du réseau cuivre qui, lui, ben, justement, est vecteur de danger potentiel pour chacun parce que ben, le cuivre, il est très, 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 très bon conducteur, quoi. plus que la fibre, hein, je vous confirme, hein, oui. On est d'accord, et du coup, plus consommateur aussi. Ouais. Je regarde, monsieur Lamarche, et j'apporterai une réponse avec la synthèse que j'enverrai, parce que je ne suis pas sûr de ce que je pourrais vous dire. Et pour vous dire, commune de Sercasté, K Fibre Orange Pro, ils ont proposé, ça me touche à titre personnel, puisque c'était mon épouse, moi je suis électricien. Ils leur ont dit non, vous devez faire une tranchée, là, vous devez ouvrir votre enrobé sur 20 mètres parce qu'on n'arrive pas à passer la fibre. J'ai passé l'aiguille en 5 minutes, quoi. Donc, on va arriver peut-être à des cas vraiment bloquants. Mais je pense qu'il faut que quand même il y ait une volonté des gens qui déploient la fibre d'arriver à la passer, la fibre, quoi. Pas qu'en 5 minutes, j'ai pas réussi à passer mon aiguille. Oh non, non, ça peut pas. Je comprends qu'ils ont des carnets de commandes bien remplis, qui doivent arriver à la déployer partout pour qu'un maximum d'utilisateurs puissent s'en servir. Mais faut arriver faut arriver à satisfaire les clients. Ouais. Vous avez raison, hein, on a vous l'avez dit aussi dans votre réponse, hein, il peut y avoir des partenaires qui sont objectivés sur le nombre de rendez-vous qu'ils ont à faire par jour, qui peut laisser penser voilà, qu'ils passent pas suffisamment de temps et qui s'arrêtent peut-être un peu tôt. Une fois que j'ai dit ça, alors je parlerai pour ce que je connais, notamment pour des partenaires, nous, que l'on peut avoir chez Orange. Ils ont des primes, hein, justement sur du temps passé. On est en train de travailler sur cette problématique-là. Enfin, c'est pas qu'on est en train, on a commencé les travaux il y a quelque temps de ça, pour pallier
j'aiguille et ça passe pas, mais je force pas. C'est de dire, OK, vous avez peut-être des contraintes au niveau du planning, mais par contre, si vous y passez un peu plus de temps, vous êtes rémunéré en conséquence. Et donc, le temps que vous passez en supplément, et si vous réussissez à faire le raccordement in fine, vous avez une prime qui permet d'objectiver et de s'assurer du bon travail, on fait du bon travail, du bon aboutissement de la commande. Voilà. Après, on sera obligé, de toute façon, bon, je parle aussi au nom d'Orange, hein, sur les échecs de raccordement qu'on peut avoir aussi chez nos partenaires, ils sont audités et on les reprend. Ils sont audités comment? On les reprend en interne pour passer. Et quand on se rend compte des cas particuliers que vous citez, si jamais ça a été le cas, ils peuvent avoir à ce moment-là des pénalités. Mais ce qui est vrai chez nous, et je parle pour l'opérateur Orange, la vision que j'ai, bon, je serais étonné que ça soit pas le cas non plus chez les autres opérateurs, parce que l'objectif quand même d'un opérateur commercial, c'est bien de l'émigrer et de récupérer ces clients-là. Parce qu'un échec de raccordement chez un opérateur commercial, le client peut se dire, bah, tiens, je vais aller voir la concurrence s'ils sont pas meilleurs en termes de raccordement. Donc c'est toujours, c'est pas bon, quoi. Mais il y a toujours ces cas, ça me revient de temps en temps, effectivement, j'en conçois. Ok. Et oui, après, on a d'autres problématiques aussi, hein. C'est que le réseau, il est déployé, les structures, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a des booms quand même de volonté de raccordement à la fibre. Et on se retrouve justement entre les différents opérateurs avec des clients déconnectés par manque de prise de fibre sur les réseaux par les autres opérateurs. Ça a été le cas sur ma commune. C'est vrai, il y a des règles d'ingénierie, il y a des choses que certains opérateurs ne font pas, que d'autres oui. Il y a c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, je dirais pas un vrai sujet parce que c'est de plus en plus rare, hein. Moi, je le vois de moins en moins. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi une prise de conscience et il y a aussi l'ARCEP qui est vigilante sur ce type de branchement sauvage où je prends la place de quelqu'un d'autre, hein. Ça date du mois dernier, c'est pas vieux. Mais j'ai aussi rencontré des équipes qui faisaient du recensement au niveau des numéros de fibres qui ont été attribués. Et je vois qu'il y a un travail derrière quand même de recensement des différents abonnés et des ressources disponibles, je suppose. Oui, Il oui, y a un travail qui est réalisé par TG64 pour essayer de contrôler tout ça. Maintenant, c'est difficile de contrôler absolument tout le monde et le fait qu'il y ait 4 opérateurs commerciaux qui interviennent sur le réseau, c'est difficile de pouvoir surveiller l'ensemble des raccordements et à ce que tous les raccordements soient faits dans les règles de l'art et que tout le monde respecte les routes optiques qui leur sont données quand ils vont pour réaliser un raccordement. Donc, en effet, il y a parfois des raccordements qui sont faits sans que ce soit réellement bien déclaré et ils essaient de faire remonter tout ça et de remettre tout conformément à ce qui est attendu et ce qui est demandé. Bon. Il y a des questions. Alors, avant de passer sur les questions sur le chat, il y a M. Basile qui avait levé la main. Oui, c'était juste, j'ai oublié tout à l'heure, entre la fermeture commerciale et la fermeture technique, la maintenance du réseau cuivre, elle sera totalement inchangée. Ah oui, oui, non, il n'y a pas de. La maintenance, alors, la maintenance du réseau cuivre perdure, hein. Voilà. D'accord. Orange investit. Et l'intérêt d'Orange, c'est aussi d'arrêter le réseau cuivre au plus vite parce qu'il y a des coûts de maintenance aujourd'hui qui sont quand même assez élevés, hein, de l'ordre de 500 millions annuels à peu près sur le territoire national. Donc oui, oui, il y a toujours de l'investissement sur le SAV, enfin la maintenance du réseau cuivre. Et je le redis, il y a aussi des coûts de maintenance sur les infrastructures. Vous avez peut-être dû voir, il y a un article sur la presse qui est passé la semaine dernière ou la semaine d'avant sur Oloron-Sainte-Marie, sur ce qu'on appelle les plans de prévention qui nous permettent notamment de changer les poteaux avant qu'ils soient, enfin, quand ils commencent à être vieux, on les remplace par des neufs, par exemple. Sur le Merci. chat, je vous en prie, sur le chat, la commune de Lem, est-ce que la commune de Lem, pour la commune de Lem, le logement qui reste à raccorder, les travaux incombent à PHD 64 ou aux propriétaires du logement? Alors, s'il reste un logement à raccorder, c'est les travaux qui incombent, je parle sur
sous la gouverne de Cédric, c'est à THD 64. Et il faut qu'il le rende raccordable. S'il voit qu'il en reste à faire de 1, c'est bien à THD 64. Il est possible que, effectivement, ce soit pour une problématique de génie civil, soit construire, soit réparer, et que, voilà, parce que s'il n'en reste qu'un, ça peut être une petite problématique de ce type-là. Monsieur Bourguinat, comment seront pris en compte les logements non desservis à l'heure actuelle dans les futurs raccordements et conditions de tarification pour eux? Alors là, vous parlez peut-être des raccordements commerciaux, enfin de l'opérateur commercial. Aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs commerciaux, il n'y a pas de frais d'accès au service pour le raccordement à la fibre. Je ne sais pas si c'est ça dont vous parlez. Ça ne veut pas dire que ça perdurera dans le temps, mais à l'heure actuelle, ils ont plutôt, comment dire, ils ont plutôt intérêt à migrer le maximum de leur part client du cuivre vers la fibre. Et donc, par rapport à leurs concurrents, ils sont tous, enfin, tous les concurrents aujourd'hui, les opérateurs commerciaux, je parle peut-être en leur nom, mais je pense que ça c'est connu. À date, il n'y en a aucun qui fait payer le coût du raccordement à la fibre. Il n'y a pas de tarification. Le coût d'accès au service. Il peut y avoir d'autres frais annexes, mais pas, tout du moins pas dans le cadre d'une migration, d'un nouvel abonnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parce que les logements non desservis à l'heure actuelle, ça voudrait dire des logements qui ne sont pas raccordables, c'est-à-dire que l'opérateur d'infrastructure ne les a pas rendus à date raccordables. Et s'ils ne sont pas aujourd'hui, par contre, côté opérateur d'infrastructure, il n'y a pas de coût, il n'y aura pas de facturation auprès du particulier pour rendre son logement raccordable. Les seuls coûts qu'il y aura pour le particulier, c'est si jamais il a des travaux en partie privative qui lui incombent. Tout ce que je dis, Cédric, tu peux le dire. Hein. Je parle beaucoup, mais n'hésite pas à le dire à ma place, parce qu'en fait. Oui, pas de souci. En effet, oui. C'est bien ça. Pour le M, c'est bien ça. C'est à THD 64 de réaliser les travaux pour le dernier logement là, à rendre raccordable. Logement sans ligne cuivre souhaitant un raccordement fibre. Alors là, si on est dans le cadre d'une réhabilitation d'un bâtiment qui n'était pas, par exemple, une maison, enfin un logement habité, oui. Donc réhabilitation, ça rentre dans le cadre c'est comme pour une construction neuve. Donc il faut déclarer auprès de THG 64 ce logement dans le cadre d'une construction neuve, et après il y a tout un process à suivre directement sur le site de THG 64. C'est une question aussi qui est importante parce qu'on peut se rendre compte qu'on n'est pas éligible tout simplement parce que, comme l'a dit Cédric, si c'est une réhabilitation, c'est considéré comme une maison neuve, ou si je fais construire, et c'est plus vrai, enfin c'est peut-être plus logique quand on fait construire, mais il faut savoir que si l'opérateur d'infrastructure, donc THD 64 là, n'a pas pris en compte dans son schéma d'architecture, enfin dans son projet de déploiement de la fibre, votre logement, s'il ne le sait pas, si c'est une réhabilitation d'une maison qui n'était jamais été connectée, qui a été rénovée, quand ils ont fait leur relevé d'adresse, ils ont considéré que c'est pas une maison qui avait besoin de la fibre, il faut les avertir. Et pour les avertir, c'est ce qu'a dit Cédric, vous avez la procédure sur le site de THD 64, c'est ce qu'on appelle la procédure de raccordement d'une maison neuve. Il faut que vous fassiez identifier auprès d'eux pour dire, moi je souhaite, mon logement n'était pas raccordé, je souhaite qu'il le soit. Et donc il ne faut pas tarder parce qu'il y a aussi des délais de mise en œuvre pour l'opérateur d'infrastructure FTTH de l'infrastructure nécessaire pour le rendre raccordable. Je vois que M. Bourguinat est en train d'écrire, on va patienter. S'il y a une autre question, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, puisque je vois qu'il est 33. Donc cela pose bien la question des constructions futures et leur raccordement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opérateur d'infrastructure fibre de votre zone, donc THD 64, mais de manière globale tous les OI FTTH,
Les logements neufs, les constructions de lotissement ou autres, j'ai envie de dire que c'est pas un sujet, puisqu'en fait, en général, ils sont, enfin, surtout dans le lotissement, les nouvelles constructions, alors, attendez, je retire ce que j'ai dit. Dans le cadre de lotissements qui sont faits par des lotisseurs, c'est pas un sujet, puisqu'en général, les lotisseurs sont bien au fait qu'il faut déclarer auprès de l'ensemble des opérateurs, alors que ce soit fournisseurs d'énergie, assainissement, eau et télécom, qu'il faut déclarer ces nouvelles constructions. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une construction individuelle, d'une personne qui aurait un terrain qui le viabilise, cette personne-là, si elle fait les travaux ou qu'elle prend un maître d'œuvre qui est peut-être pas forcément au fait, on peut oublier de notifier auprès de l'opérateur télécom la nécessité d'être raccordé au réseau télécom. Et ça, c'est une obligation. Cédric l'a redit. Oui, mais c'est vraiment une démarche qui doit venir de l'administré, qui construit ou qui réhabilite une bâtisse qui n'était pas un logement avant. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau de fibre optique a été conçu avec une certaine réserve de capacité, ce qui fait qu'il y aura toujours la possibilité de venir raccorder une nouvelle construction sur le réseau. Et si jamais il n'y avait plus de capacité, THD64 a l'obligation de déployer, donc d'étudier et de déployer un nouveau tronçon de câble pour venir alimenter ces nouvelles constructions. Donc aucune inquiétude là-dessus, tout est prévu au niveau du contrat de la délégation de service public qui est assuré par THD64. Donc tout le monde pourra, enfin tout le monde, dans le cas d'une construction, évidemment, mis à part si c'est des maisons un petit peu isolées où le coût des travaux peut être exorbitant, ça, on pourra en rediscuter, mais dans la plupart des cas, en tout cas, tout le monde pourra être raccordé à la fibre. Le cadre d'une maison neuve s'applique aussi pour une maison existante pour laquelle le propriétaire souhaite la scinder et créer 2 appartements, par exemple. Il faudra déclarer aussi auprès de l'opérateur commercial, c'est considéré comme comme une maison neuve, entre guillemets, le 2e logement. Voilà. Sinon, il n'aura pas on en revient aux problématiques, je crois que c'est Monsieur Lamarche, avec des opérateurs qui viennent brancher un particulier. Ça peut aussi venir du fait qu'il y ait des personnes qui cèdent leur logement, qui ne sont pas déclarées, et effectivement, il manque des prises après pour pouvoir les brancher. Il est 16h36. Écoutez, je vous propose que nous en restions là. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions par la suite, à revenir vers nous. Donc, je pense qu'il y avait, alors THD64, j'ai eu un appel entre midi et 2 de l'opérateur d'infrastructure. Je pense que c'était pour s'excuser qu'il ne devait pas être disponible pour cette réunion. Donc, écoutez, de toute façon, il y a Cédric qui était présent et qui représentait le délégant. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous enverrai donc l'ensemble de ces documents assez rapidement et notamment la réponse à la question qui m'a été posée. Merci pour votre présence et merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. À demain, Monsieur Dulon. À demain.